Donc j'aimerais saluer la mémoire de M. Niasse et saluer avec brio aujourd'hui la reprise de la chaîne de Sidi par son fils, Maître Cher, qui réalise de très belles performances. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation, malgré votre agenda, on le sait, très chargé. Merci infiniment. Alpha Thiam, vous êtes expert international en ressources humaines, juriste, fiscaliste, diplômé de la Sorbonne, CEO du think tank L'Afrique révélée. Vous êtes aussi entrepreneur présent dans l'immobilier, le transport et l'agriculture. Côté politique, parce que vous avez une casquette politique, vous êtes le secrétaire général des Forces Nouvelles Dimbali Sa Réew FNDR et candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, Alpha Thiam, vous décidez de vous lancer en politique. Le champ politique considéré à tort ou à raison dans notre pays comme une mare au crocodile. Pourquoi avez-vous choisi de faire le grand saut, c'est-à-dire d'entrer dans l'arène politique? Merci beaucoup, Monsieur Pierre-Edouard Faye. Je pense que c'est devenu un devoir aujourd'hui, parce que l'heure est grave. L'heure est grave car la situation actuelle est très critique, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan démocratique, sur le plan social, sur le plan de nos libertés et sur le plan de la justice. Nous sommes indignés aujourd'hui de voir ce qu'est devenu le Sénégal, de ce qu'est devenu ce beau pays par rapport à ce qu'il aurait pu être si nous tous, nous avions fait les efforts qu'il fallait. Nous sommes indignés du fait que notre pays n'est toujours pas un pays souverain. Vous me le concéderez. Nous faisons le constat que notre pays va très mal et en ces temps, on est obligé de se lever et d'essayer d'apporter notre contribution. Pourquoi le dites-vous? Pourquoi dites-vous que le pays va mal? Quel est votre baromètre? Le premier baromètre, c'est le baromètre des ménages. La vie est devenue excessivement chère au Sénégal. Nous savons qu'un père de famille ou une mère de famille n'a plus rien après avoir payé ses factures d'électricité, d'eau, de scolarité, ses denrées de première nécessité. Après avoir payé l'ensemble de ses factures, les Sénégalais n'arrivent plus à joindre leurs deux bouts. Ils ne terminent plus le mois sans être obligés de faire des prêts. La solidarité, la compassion, l'empathie, le respect, ces valeurs, ces mots, Pierre-Edouard, n'existent plus au Sénégal. Et nous le constatons tous. Il n'est plus aisé de se soigner au Sénégal sans se ruiner. Vous avez un malade, vous avez tous les maux de la tête. Vous ne savez plus où vous mettre. Tellement c'est devenu cher de payer des soins dans ce pays. La fracture sociale s'est creusée. Et les familles sont en banqueroute, on le constate. Les familles entières sont en faillite. Les Sénégalais se sont appauvris, tandis que les politiciens se sont enrichis grossièrement et enrichis de manière, pour la plupart du temps, totalement illicite, au vu et au su de tout le monde, sans que personne ne dise rien. Ça n'aime même plus, ça n'aignait même plus. La jeunesse a déménagé du Sénégal, par faute d'emploi, par faute d'espoir. Au fameux Barça et Barça, aujourd'hui on y ajoute le Nicaragua, pour preuve que le phénomène s'est amplifié, plus que du temps de Maître Wade. C'est devenu grave. La violence, l'insécurité se sont installés aujourd'hui au Sénégal, même en plein jour. Et ces sujets, c'est à croire que c'est devenu des sujets tabous. Personne n'en parle. La justice est totalement malmenée. Elle est instrumentalisée contre les opposants, contre les journalistes, contre les étudiants, contre la jeunesse. Cette même justice, malheureusement, se trouve être une justice à deux vitesses. Je ne vais pas dire Kumba Amdei, Kumba Amundei, mais c'est la réalité. La démocratie sénégalaise, jadis, citer un exemple, s'affaisse et marque des pas de recul. Même notre état de droit. L'état de droit disparaît progressivement. Et cette situation ouvre la porte à toutes les dérives possibles. Juridiquement, quand on parle d'état de droit, on parle d'état de droit parce que l'État se doit de respecter le propre droit qui est valable pour tout le monde. Or, c'est des dérives que nous constatons où, de manière flagrante, l'État ne respecte même plus le droit. Nos ressources naturelles sont totalement dilapidées, pillées, mal gérées, ou gérées au profit exclusif, qu'on se le dise, des intérêts exclusifs des étrangers. Nos entreprises nationales ne nous appartiennent plus. Notre croissance est totalement captée par des entreprises étrangères et non par des entreprises sénégalaises. Et cela nous fait mal.
Aujourd'hui, même des secteurs de souveraineté les plus forts du Sénégal sont totalement contrôlés par des étrangers. Et un pays ne peut pas se développer comme ça parce qu'on a l'impression que le Sénégal n'appartient plus aux Sénégalais. Nous, dans notre ADN, l'ADN de notre parti, FNDR, Force Nouvelle Dimbalé Sa Réew, nous prenons le Made in Sénégal. Nous prenons le consommé local. Nous disons que le Sénégal est aux Sénégalais. Les Sénégalais, de manière globale, qu'on se le dise, ils ont l'impression qu'ils sont devenus progressivement, je le dis, hein, c'est grave, sont devenus progressivement étrangers dans leur propre pays. Au point que ils cherchent à fuir. Ils cherchent à fuir et je le dis, c'est malheureux, mais c'est notre quotidien. C'est une analyse que nous tous sommes capables de faire. Sans aucun esprit partisan, sans aucun esprit clanique. C'est juste la réalité, la photographie d'un Sénégal à date sans complaisance, Pierre. Mais c'est une situation désastreuse que vous nous décrivez là. Est-ce que vous n'y allez pas trop fort? Non, pas très fort. Je suis quelqu'un de modéré. Cette situation est désastreuse. Elle nous indigne profondément. Le pays vit une souffrance qui révolte silencieusement le peuple sénégalais. Silencieusement. Et qui reste malgré tout digne, patient. Il faut noter que toute patience a des limites, Pierre. Aujourd'hui, Pierre-Edouard, nous devons nous poser une question fondamentale. Avons-nous le droit de rester inactifs face à cette forfaiture, face à autant de médiocrité? Avons-nous le droit d'être des spectateurs ou continuer de se dire la politique ne m'intéresse pas? C'est l'affaire d'autres personnes pendant que le pays va à la dérive. Personnellement, je pense que pour une fois, nous devons nous impliquer. Et nous appelons tout le monde à s'impliquer car nos ressources, notre avenir sont gravement menacés et l'État du Sénégal est gravement menacé. Là, vous reprenez les mots de Aimé Césaire, là. Décidément, Pierre-Edouard, vous faites preuve d'une vaste culture, d'une culture extrêmement raffinée. Effectivement, Aimé Césaire disait, par ces mots, si je ne me trompe, mon corps aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. À cela, moi, je préférerais rappeler plutôt les propos de Albert Einstein, qui disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Moi, j'ai envie de dire, dans ce qui coule dans nos veines, mbokk yi toog waratuñu bandiraɓe jooɗo gasi o fongule a inax a fada jokkondal. On constate que depuis notre indépendance, Monsieur Faye, depuis 63 ans, nous vivons dans un sous-développement pénible, dans la misère, alors que notre pays bénéficie de toutes les réserves minières, naturelles, humaines, qui pourraient nous garantir d'en faire une véritable puissance africaine. Et ça, c'est de la déception. C'est la plus grande déception que nous tous, Sénégalais, adressons aux politiciens qui, pendant 63 ans, nous ont plongés dans cette mare. Et c'est, encore une fois, un des éléments qui font que nous sommes obligés de nous lever, de nous battre pour que cela ne puisse pas continuer. Et pour ce que ça coûte, et quoi qu'il en coûte d'ailleurs, Thomas Sankara disait, tuer Sankara, des milliers de Sankara apparaîtront. Enfermer un Sonko, des milliers de Sonko apparaîtront pour défendre la souveraineté nationale, pour défendre le patriotisme et défendre notre Sénégal. De manière factuelle, aujourd'hui, pourquoi je disais que le pays va mal, sans parti pris. Si vous prenez le dernier rapport sur l'indice de développement humain, IDH, publié par le PNUD, le Sénégal est classé à la 170e place sur les 193 que compte ce rapport. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura jamais de développement, qu'il n'y aura jamais de démocratie, qu'il n'y aura pas de performance sans souveraineté. Et aujourd'hui, notre pays a tous les atouts, je dis bien a tous les atouts pour être un pays riche, un pays prospère, un pays développé. Il se trouve que nous avons juste deux problèmes. Deux, à date. Le premier est relatif à une nécessité de reconquérir notre souveraineté nationale. Pierre-Edouard.
Le deuxième est un problème de dirigeants. Donc, vous me direz, un problème de management. C'est ces deux problèmes que nous avons à date au Sénégal. Et y a-t-il d'autres éléments qui sous-tendent votre engagement politique? Oui, nous avons décidé de nous engager pour être des acteurs du développement et non pas être des spectateurs de la politique. Nous avons trop regardé les politiciens faire. Nous devons remettre du sens dans l'engagement du service public, dans l'engagement de la nation. Il y a une petite anecdote que j'aimerais vous raconter. Kennedy, le président, en visite à Cap Canaveral, demandait à un balayeur de la NASA, « Vous faites quoi ?» Vous serez surpris. Le balayeur lui a répondu, « Je suis là parce que je vais envoyer un homme à la Lune. » Voilà le sens, Pierre. Des pays ont réussi à mettre toute leur population dans cet élément de donner du sens, pour que tout le monde se réveille d'un coup et se dise que si les autres y arrivent, nous aussi, nous devons y arriver. Nous portons aujourd'hui un projet fort, un projet que nous avons co-construit, parce que nous avons fait du listening et du responding. Nous avons écouté les Sénégalais, toutes les régions, la diaspora. C'est le même mal qui est dit, mal de gouvernance, une malgouvernance, l'absence de dirigeants forts, l'absence de leaders capables de s'impliquer, capables de servir le Sénégal et non de se servir. Un homme politique doit avant tout être dépositaire de la confiance de son peuple, de son quartier, de sa commune, de sa région et d'un pays. À cette citation où on dit que c'est le rendez-vous d'un homme et de son peuple, nous disons que c'est le rendez-vous d'un homme et d'une équipe envers un peuple. C'est fort la confiance. L'action publique aujourd'hui doit être revue avec des termes de performance, des termes de qualité de service attendus par nos populations parce que le monde a évolué et le Sénégal ne saurait rester derrière. Beaucoup de signaux, je dis bien beaucoup d'indicateurs montrent que le Sénégal se dirige vers des lendemains totalement incertains. Des personnalités averties redoutent un vent de changement qui arriverait par les militaires, comme ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina, etc. On dit que Dieu nous en garde. Le Sénégal n'a pas besoin de cela. Nous pouvons faire une transition sans passer par les armes. Et c'est pour cela qu'il y a une nécessité de rupture, de refaire une nouvelle alternance pour qu'une nouvelle génération de politiques, de managers, gouverne autrement le Sénégal avec plus de justice, avec plus d'éthique, comme le disait Feu Kéba Mbaye, avec plus de solidarité, de compassion. Nous devons ramener la politique à ce qu'il est de plus noble, à faire du don de soi, à faire que le président, son gouvernement, l'Assemblée, l'administration changent de mindset ou changent de posture pour que véritablement on sente cette notion de servir et non de se servir. Il est temps, Pierre, de donner la chance au Sénégal d'avoir ces nouveaux types de dirigeants, capables réellement de redresser la situation, de restaurer l'espoir grâce à l'audace, grâce à l'ambition, à des valeurs d'éthique, à des valeurs de travail, c'est possible. Et c'est le sens même de notre engagement. Je pense que nous nous engageons et nous demandons, comme tous les spectateurs qui nous regardent, de le faire car nous sommes profondément convaincus qu'un autre Sénégal est possible. Un autre Sénégal est possible. Êtes-vous en train de nous dire que ce combat sera un combat générationnel? Oui, décidément. Ce sera un combat générationnel. Je rappelle Fanon qui disait que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous avons le droit d'accepter qu'un président sortant puisse choisir son remplaçant. Ce n'est pas dans ses attributs, ce n'est pas dans son rôle. Ça peut passer. Mais un président doit être au-dessus des partis, doit être au-dessus des contingentements politiques, prendre de la hauteur pour s'occuper de tout son peuple, pour s'occuper de tous les Sénégalais. Et c'est pour cela qu'on dit il ne peut pas se comporter en partisan. Aujourd'hui, fort de tous ces constats, des dérives, nous ne pouvons pas accepter que cette situation puisse continuer au Sénégal. Des performances sont à encourager ou sont à promouvoir d'une manière générale. Mais de l'autre côté, les contre-performances, Pierre, tout ce qui est politique politicienne, la malgouvernance, ne peut pas être
reconduit, encore une fois, pour 10 ans, où on voudrait nous faire parler de continuité. Ce n'est pas notre souhait. Une question simple va se poser aux Sénégalais et aux Sénégalaises lors de ces présidentielles de 2024. Ce sera une seule question simple. Voulez-vous que le même système continue pour les 10 ans ou optez-vous pour un changement, pour un Sénégal meilleur, tout simplement. Alpha Thiam, vous êtes le secrétaire général des forces nouvelles Dimbali Sa Réew FNDR et candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, vous êtes candidat, donc vous partez certainement d'un constat de la situation socio-économique du Sénégal. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la situation du Sénégal? On est à environ 4 mois de la présidentielle. Merci Pierre-Edouard. Le président Mandela disait à l'époque l'Afrique n'est pas pauvre, elle a été appauvrie. Le Sénégal également est concerné par cette citation que faisait Madiba. Nous avons besoin de tout sauf de pitié. Nous avons besoin de tout sauf de charité. Nous avons besoin d'institutions fortes, comme le disait dans son fameux discours du Caire le président américain Barack Obama. C'est sur des institutions fortes que nous allons bâtir notre démocratie, notre développement et les performances à venir. Et cela nécessite du don de soi, qu'une génération se dise nous devons retrouver notre souveraineté, nous devons nous battre pour donner au Sénégal sa vraie place dans le concert des nations, pour qu'on puisse demain engager tous les challenges, tous les défis à armes égales par rapport aux autres pays. Nous vivons, je pense, de terribles contradictions. Contradictions qui font que le Sénégal, un pays si riche et à la fois si pauvre, nous tous nous le voyons, si riche de ses terres, si riche de ses ressources humaines, si riche de son or, de son titane, de son phosphate, de son pétrole, de son thorium même, si riche aujourd'hui de notre granit, de notre marbre. Et pourtant, nous sommes si pauvres, Pierre-Edouard, à la fin. Alors, cette situation, elle est alarmante sur plusieurs égards si nous ne faisons pas gaffe. Si on continue cette politique qui ne fait que trahir l'espoir de toute une population et en particulier trahir l'espoir de toute la jeunesse sénégalaise. Parlez-vous d'un programme d'action commun ou bien d'un appel à un rassemblement? Oui, Pierre-Edouard, en effet. Le combat pour la souveraineté nous oblige à adopter aujourd'hui une posture visant à regrouper un maximum de candidats qui pourraient souscrire à l'idée d'un programme de gouvernement commun. C'est un programme alternatif. Les Sénégalais mériteraient que l'on se réconcilie rapidement et dans les meilleurs délais et qu'on réconcilie toutes les forces vives de la nation. Et pour ce faire, nous avons appelé à un programme d'action commun de gouvernement innovant, ambitieux et piloté par une vraie Dream Team. Je le répète, par une vraie Dream Team, une équipe nationale au service de l'intérêt supérieur de la nation. Ce programme, aujourd'hui, sera le socle minimum, le socle basique sur lequel ces différentes forces vives pourraient se conforter, pourraient converger aujourd'hui pour apporter des solutions essentielles aux attentes des Sénégalais et des Sénégalaises. Et cette idée, elle est assez révolutionnaire. Et c'est pour cela que nous disons qu'il est temps d'appeler à une équipe de dirigeants composée de personnalités remarquables de par leur CV, de par leur expérience, de par leur parcours, et qui pourraient se mettre avec beaucoup de recul au service exclusif du Sénégal. Et c'est cet engagement-là que nous prenons, nous, Forces Nouvelles, pour gérer le pays pendant les 5 ans à venir. Ça ne sert à rien de s'inscrire dans un temps trop long. Un mandat, on peut être sur un mandat de transition de 5 ans, s'arrêter et travailler véritablement pour le développement du pays. Et à cela, le premier facteur clé de succès de toute entreprise ou de tout projet, c'est les ressources humaines, Pierre-Edouard. C'est l'homme. Nous avons foi en l'homme. Je rappellerai juste le propos de Jean Bodin. Il n'est de richesse que d'hommes. Que d'hommes. Et Dieu fait que le Sénégal compte des identités remarquables dans tous les domaines stratégiques sur lesquels nous avons besoin de développement. Et c'est une chance. Et prenez cette Dream Team dont je parlais, confiez-leur le Sénégal, faites confiance au génie sénégalais. Revenez 5 ans après, vous n'en croirez pas vos yeux. Et quelles sont ces personnalités dites remarquables auxquelles vous faites allusion?
Vous voulez me poser une colle. Mais alors, il y en a, pour la clarté du débat. Il y en a beaucoup. Je peux citer parmi eux des gens remarquables, des icônes. Je commencerai par un qui m'a été particulièrement proche, Cheikh Tidiane Bey, Alioune Ndiaye, Yérim Sow, Mamar Nguer de Total, qui aujourd'hui siège sur le conseil d'administration de Orange. D'autres qui me viennent en tête, Tidiane Dem, Partec, qui a été à Google, Thierno Seydou Noursi, Ibrahima Kane, Serigne Mboup, des arabisants, des gens qui ne sont pas sortis du cursus classique et qui sont arrivés là où il faut, des politiques qui sont très prometteurs également. C'est des concurrents, mais moi j'en parle parce que c'est des hommes de valeur. Thierno Alassane Sall, Abdourahmane Diouf, Léopold Diouf, Bougane Gueye Dany, qui sais-je, le professeur Mamadou Diouf, Sékou Dramé, Amin Tandiaye, voilà, Eva Marie Colsec et peut-être tant d'autres. Des noms me viennent. Korka Diao, vous voyez, enfin moi je me dis le Sénégal quand même est rempli de talent. Et ça ne veut pas dire seulement un esprit de gauche ou de droite. Non, vous allez chercher les Awa Chongan, les Maritonian, Anna Diaba, Mam Khalid Djen, Kourassen, il y en a beaucoup. Est-ce que là, les noms que vous nous citez là, c'est les noms qui vont composer votre gouvernement, vous, président? Moi, président, oui. Je me battrai pour que les meilleurs fils du pays soient aux places qu'il faut pour lancer la fusée Sénégal. C'est extrêmement important. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit le premier facteur clé de réussite de tout projet, d'une entreprise, d'un pays, c'est les hommes et les femmes qui composent. Je crois en l'esprit d'équipe. Je crois en une équipe. Au point que je me dis, ça ne sert à rien de dire moi président, moi président, moi président. C'est que de l'ego. Et c'est dangereux. Il faut travailler avec une équipe. Vous prenez les meilleures entreprises du monde, ben, le DG est entouré d'un COMEX, d'un CODIR. Et c'est de la co-construction, c'est de l'échange que naissent les meilleures idées, que se contrôlent les projets, que se suivent les projets, pour les faire aboutir avec des feuilles de route, avec du sync, avec du build et du run à la fin. Je crois en cela. Votre programme que nous avons lu il y a quelques jours, vous l'avez dénommé Défendre les Sénégalais. Est-ce c'est parce que vous considérez que les Sénégalais ne sont pas suffisamment défendus? Pas suffisamment. Ou pas du tout même. Je pense que face au désespoir, je le disais tantôt, nous ne pouvons pas rester bras croisés, Pierre-Edouard Faye. Nous assistons à un suicide collectif. Nous assistons à des tragédies, à une hécatombe. Chaque jour, on voit son lot de jeunes, de femmes enceintes qui cherchent à fuir le pays comme si le Sénégal était en guerre, comme si le pays brûlait, alors que ce n'est pas le cas. Les gens sont désespérés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, quand la jeunesse n'a plus d'espoir. Quand on voit ce qui s'est passé cette semaine à Bargny, qui a enregistré 275 morts, 25 survivants. Le Sénégal ne peut pas être un pays si riche, si pauvre à la fois, être plus riche que la France, l'Italie, l'Espagne réunis, et qu'on accepte d'être appelé pauvre et que notre jeunesse cherche à fuir pour aller là-bas, ou à aller aux États-Unis, ou à aller au Mexique. Ce n'est pas possible. Nous devons nous faire violence. Quand on voit que le Rwanda est revenu de son génocide, quand on voit que Israël s'en est sorti de sa Shoah. Bon, Israël, sur ce contexte particulier, c'est autre chose. Quand on voit l'Afrique du Sud également, par rapport à l'apartheid, le Botswana, des pays qui ont un tel niveau de croissance, de développement, on se dit que c'est possible, encore une fois, pour le Sénégal. Pierre-Edouard Faye. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle, donc on peut dire qu'on est à l'heure du bilan. Quel bilan aujourd'hui faites-vous des 12 ans du président Macky Sall passé au pouvoir? Un bilan se fait avec une comparaison, avec des promesses et avec la vision de l'émergence qu'on nous a vendue. On a vu tout au début, on est passé de Yonou Yekouté à PSE, Plan Sénégal émergent. On nous a parlé de la promesse de 500 000 emplois par mandat, donc 1 million d'emplois sur les 12 ans passés.
Keneni. Certains disent que sur les 12 ans passés, le Sénégal a perdu plus de 1 million de jeunes. Si on voit le rythme que l'on enregistre. Il suffit de dire 300 départs par jour. En moyenne, cela, si on le ramène sur les 10 ans, ça donnerait pratiquement plus de 1 million 300 et quelques jeunes donc qui seraient partis ou qui sont morts. On nous a parlé de promesses de régler tous les problèmes que Wade avait laissés. Les inondations, Mbandumi, l'électricité, l'emploi des jeunes, le train de vie de l'État. Tous ces problèmes se sont amplifiés et sont toujours là, Pierre. On note aujourd'hui des embouteillages. Je ne le sens même pas dans les discours, mais c'est une perte pour notre économie. Oui. On passe 2 heures avant d'arriver à son travail, 2 heures avant de rentrer, au détriment de sa famille, au détriment d'une vie meilleure, au détriment de notre bien-être. Et ce n'est pas bon en respirant le gasoil le plus pollué au monde qu'on nous sert ici au Sénégal. Ont été consentis quand même. Oui. Dans les infrastructures routières. On ne va pas dire que rien n'a été fait. Des choses ont été faites, mais mal faites souvent, ou faites avec gabégie, ou quand on fait des benchmarks comparés à d'autres pays, que ce soit le TER, que ce soit BRT, etc., des coûts multipliés par 3, on se pose des questions. Le Sénégal ne peut pas se payer ce luxe. Ne peut pas se payer ce luxe. Quand on voit encore une fois l'insécurité galopante, les agressions dans le pays, mais on se dit, où sont nos forces de l'ordre quelque part? Est-ce qu'on les utilise plus pour le champ politique ou est-ce qu'on les utilise pour régler les problèmes véritablement de notre pays? Le bilan ne peut pas être qualifié de bon, il faut être juste. Ce bilan, je pense que tous les Sénégalais vont dire qu'il est mauvais. Et on a malheureusement un Premier ministre qui promet de poursuivre sur cette même lancée, donc sur la lancée de continuer ou de poursuivre la souffrance des Sénégalais. Nous nous dirons basta, nous n'en voulons pas. Il faut le rappeler, il faut le dire clairement. Le PM, c'est le PM de la France. Ah oui. C'est le PM de la France. Carrément. Il faut juste revenir à une réalité. Le président Macky Sall l'avait viré de son gouvernement. Contre-performance ou pour autre raison. À lui de voir. Comment se fait-il qu'il soit obligé de le reprendre, qu'il ait été obligé de le prendre quelque temps après? On connaît qu'il a obligé à le reprendre. Qui c'est? Ben, la France l'a obligé à le reprendre, il faut le dire. Ah bon. Nous, on n'a pas notre langue dans la poche. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Cette même France qui l'espérait le soutenir pour le 3e mandat ne l'a pas soutenu. Du fait de la pression populaire, du fait de la pression de l'ensemble des Sénégalais. Et en cela, nous disons fièrement bravo aux Sénégalais d'avoir tenu. Parce qu'il faudra dorénavant respecter notre Constitution. Nous saluons quelque part la lucidité du président d'avoir accepté quand même de ne pas prolonger son bail. 12 ans, c'est bon, ça suffit. Il faut passer, il faut laisser le temps à la démocratie sénégalaise de respirer, de se réinventer. Et il est temps de changer cela. On a entendu beaucoup de choses à l'époque. Hein? On nous parlait de belles promesses. Dans le bilan, je vais citer ça, on nous parlait de la patrie avant le parti, une gouvernance sobre et vertueuse, un gouvernement de 25 ministres, 500 000 emplois par mandat. Et ben, de tout ça, bon, je ne qualifie pas, je laisse chacun, chacun est libre d'apprécier, mais on a noté un bilan de désespoir, un bilan de déception, un bilan de promotion de la médiocrité, un recul de la démocratie, des réflexes tyranniques ont vu le jour au Sénégal. Le système judiciaire a été instrumentalisé en bras armés du pouvoir. On voit aujourd'hui que la prison est devenue un levier pour faire de la politique ou un levier, une des cages à cocher pour nos dirigeants. On a vu un opposant emprisonné. Les gens ne sont pas trop émus. Karim Wade. On a vu Khalifa Sall emprisonné. Bis repetita, on a vu Ousmane Sonko emprisonné. Et chaque fois, à la veille d'élection, où leur présence aurait pu changer la donne. Il ne faut pas être pouvoiriste. Et nous n'aimons pas cette façon de faire de la politique, tout comme l'ensemble des Sénégalais, nous décrions cette façon de faire. Et nous disons aujourd'hui, il faudrait que nous, Sénégalais, nous puissions nous entendre sur ce minimum de respect de la personne humaine. Nous sommes sur un champ de dialogue, pas un champ de guerre, pas un champ de violence. Pour faire de la politique, ne pas être d'accord, être des adversaires politiques, mais pas être des ennemis ni des guerriers. Et que ça vienne de l'opposition ou du pouvoir, il faut dire balle au centre. Il est temps d'apaiser,
il est temps de moins cliver la population sénégalaise, d'appeler au rassemblement dans les familles, dans les partis, dans les associations, et qu'on puisse nous tous œuvrer pour notre bien commun, Sunugal, notre pays. Sénégal. Absolument. Pierre. Oui, Alpha Thiam, vous venez de nous peindre un tableau sombre de la situation socio-politique ou même économique du Sénégal. Maintenant, que proposez-vous de nouveau? Pourquoi le Sénégalais qui entre dans l'urne le 25 février prochain devrait voter pour vous? Pour le changement d'abord. Pour revenir à ce Sénégal que nous chérissons, Pierre-Edouard. Pour revenir à nos fondamentaux, pour réconcilier le Sénégal et les Sénégalais. Avec humilité, nous nous considérons comme le parti du peuple, comme le candidat du peuple. Nous disons tout haut ce que les Sénégalais pensent tout bas. Et je le dis, le peuple souffre terriblement. Et le pire, c'est que nos dirigeants n'en apprécient pas l'ampleur. C'est comme si nous avons affaire à des autistes sur le plan politique. Ils ne voient pas ce qui se passe ou ils ne s'entendent pas. Et c'est tout naturellement que ce peuple dignement attend aujourd'hui une rupture, un choc démocratique. C'est fort, mais c'est ça. Notre ADN, nous, notre ambition, ce nous passe pour Réumi, moi, ëllëgu Sénégal. Moi, jële dëkk bi si nooteel ak jële ko ci buumu jàmm bi ñu teg suñu ndodd yóbbu ko ci moom suñu réew ci fonk suñu réew mooy jële dëkk bi ci ndóol yóbbu ko tey ci naataange ci bànneex mooy jële dëkk bi si njublang ak luubal pour yóbbu ko si njub ak dëgg suñu mbëbët mooy jële dëkk bi si ñàkk xam-xam ci tayal ak nasax yóbbu ko ci xarañ yóbbu ko ci liggéey jaamu yàlla liggéey jëriñ suñu réew Pierre jële réew mi ci tàllal loxo mën naa ko woowee noonu ci mandier ak jégaane lu ñuy dundee yóbbu réew mi si ñaq jëriñu jot na yóbbu réew mi ci napp dundee yóbbu réew mi ci béy dundee yóbbu réew mi ci sàmm dundee yóbbu réew mi ci sàmm ngor yóbbu réew mi ci sàmm coloré yóbbu réew mi ci sàmm sa kàddu. Et je pense que c'est pour cela que nous appelons tous les Sénégalais aujourd'hui à venir co-construire un grand Sénégal. Un retour aux valeurs ancestrales. Merci beaucoup, M. Pierre-Edouard Faye. Nous appelons à co-construire un Sénégal fort, un Sénégal puissant, un Sénégal vert, un Sénégal paisible, un Sénégal industrialisé, un Sénégal aujourd'hui performant, compétitif, résolument maître de son destin. Un Sénégal où les préoccupations des Sénégalais et des Sénégalaises sont challengées par des dirigeants hautement compétitifs et qui pensent qu'à servir avec une qualité de service extrêmement haute pour la satisfaction des Sénégalais. C'est en cela que le Sénégal mérite d'être drivé comme une entreprise aujourd'hui. Quelle est la particularité de votre programme? Autrement dit, qu'est-ce qui le différencie de l'existant et sur quoi donc vous axez-vous les grandes parties de votre programme? Notre programme se différencie un peu de ce que j'ai lu par-ci, par-là, pour là où j'ai pu lire un certain nombre de choses. On a un leitmotiv qui dit le Sénégal aux Sénégalais. C'est une rupture. C'est une rupture parce que ce programme met le Sénégalais et sa souveraineté au cœur du projet. Ce programme, il a un ADN particulier. Il a été co-construit. Il est issu de tournées, d'écoute, de listening et de responding. Un peu partout, dans les régions, dans les quartiers, sur la diaspora. On a eu des remontées sur plusieurs années. Ce programme, il est essentiellement tourné, je le dis encore une fois, sur la reconquête de notre souveraineté nationale, sur la défense des Sénégalais, du Sénégalais, sur l'éducation, sur la création d'emplois, sur la création de champions économiques, sur la prise en charge d'une agriculture mécanisée, industrialisée, et la création de solutions pour l'emploi des jeunes. Ce programme, pour nous, c'est une réponse solide à la fracture sociale. C'est une réponse réelle aux attentes et aux exigences des Sénégalais, M. Pierre-Edouard Faye.
Le mot souveraineté est revenu à plusieurs reprises dans votre discours. Pourquoi le choix de la souveraineté? Le choix de la souveraineté est un choix puissant. Aucun pays ne peut se développer s'il n'est pas souverain. Aucun. Je dis bien aucun pays. Aucun pays. Et nous avons l'ambition de reconquérir cette souveraineté. Nous sommes passés sur plusieurs cycles. Esclavage, néocolonialisme, etc. Il est temps aujourd'hui d'être souverain parce que l'ambition de développement que nous voulons avoir ne peut pas être bridée par des chaînes qui empêcheraient réellement le Sénégal de pouvoir avancer. Ce programme aujourd'hui pose des actes forts comme réponse concrète. Je donnerai juste un point qu'on peut partager sur ce programme qu'on appelle Défendre les Sénégalais. C'est le point Yombol Dundubi, grâce aux 5 témères d'Alpha Thiam. Yombol Dundubi est une réponse contre la hausse exponentielle du coût de la vie. Donc en parlant de témères, c'est les 500 francs. C'est témère 500 francs pour 1 litre d'huile, témère 500 francs pour 1 kilo de sucre, témère 500 francs pour 1 litre d'essence, témère pour 2 kilos de riz, témère pour payer Ila Touba jusqu'à Toglou. Quand on sait que jusqu'à Toglou, c'est dans Dakar. Donc taxer aujourd'hui presque tous ceux qui veulent prendre le péage au-delà de 500 francs, c'est faire mal au portefeuille de la ménagère. Et puis quelque chose qui me fait mal, qui nous fait mal nous tous, M. Pierre-Edouard Faye. Imaginez-vous, Cheikh Ahmadou Bamba avait été déporté pendant plusieurs années. Ramené à Touba aujourd'hui. Imaginez-vous les Sénégalais, pour aller à Touba, sont obligés de payer une taxe coloniale. Ah bon? Ah bon, oui. Ils sont obligés de payer le péage Ila Touba. Aller-retour. Pour des Magali. Pour des taxe coloniale. Mais j'appelle ça une taxe coloniale parce que Ila Touba, il ne viendrait pas à l'esprit à la France d'accepter que ces autoroutes soient gérées par une société chinoise. Tout comme nous appelons à ce que ces sociétés de souveraineté, je vais dire, telles que Ila Touba, soient une société gérée par le Sénégal. Nous appelons à leur nationalisation. Leur nationalisation ou une forte montée dans le capital social de l'État. Pour nous, c'est ça, imposer notre souveraineté nationale en dénonçant notamment également sur tous les contrats qui sont passés ces dernières années. Quelque chose qui fait mal à tous les Sénégalais. Sur tous les contrats aujourd'hui, que ce soit sur le plan minier, sur le plan pétrolier, nous appelons à un audit réel de la situation économique du pays, savoir ce qu'il en est, tout contrat qui a été léonien, qui a été mal fait, c'est-à-dire où il y a un déséquilibre que subit l'État du Sénégal, nous appellerons une cohorte de juristes à travailler et à changer aujourd'hui la donne. Nous appelons à nationaliser les entreprises stratégiques ou les entreprises de souveraineté nationale, ou en tout cas à monter le curseur pour que l'État soit nettement plus actionnaire ou remonte. Et ces secteurs, ça va de l'eau, l'électricité, les télécommunications, je parlais des autoroutes, le transport, le sucre, le phosphate, les mines, notre or, notre zircon, notre fer, l'eau, vous vous rendez compte, l'eau, notre eau ne nous appartient pas. Mais c'est scandaleux quand même. Et nous voulons en tout cas un sursaut de nationalisme, un sursaut de patriotisme pour faire de notre pays un pays réellement souverain qui se remet sur les rampes du développement. Vous, Président, le Sénégal va-t-il rester dans la zone CFA ou bien en sortir? Soyons réalistes. Pour le moment, nous sommes obligés de rester dans la zone CFA, mais nous devrons travailler avec l'ensemble des pays concernés sur la zone CEDEAO ou même plus largement. Et je salue une des initiatives qu'a eu le roi du Maroc de se tourner un peu plus sur le versant atlantique. Donc de telles initiatives vont nous permettre de consolider des zones, des espaces économiques extrêmement larges et de pouvoir travailler sur cette unité qui nous permettra de battre notre propre monnaie demain et de nous identifier nous tous dans un espace économique extrêmement
suffisamment puissant où nous pourrons véritablement commercer, renforcer les liens intracommunautaires, faire de sorte que l'Afrique bouge pour l'Afrique et que l'Afrique se développe encore un peu plus. Alpha Thiam, après avoir parcouru votre programme, j'ai vu que vous insistez beaucoup sur la nécessité de créer des champions économiques, vous les appelez même des lions économiques. Quels sont les leviers que vous comptez activer pour en arriver à vos fins? Merci beaucoup pour cette belle question, Pierre-Edouard Faye. Un pays n'est performant que grâce à la performance de ses champions, disons-le, de ces grandes entreprises qui créent de la richesse, qui créent de la valeur ajoutée et dès lors créent des emplois. J'aimerais vous partager 2 anecdotes. Le premier, il concerne le Nigeria. Je rappelle, le général Olusegun Obasanjo, le président, avait rappelé que sa plus grande fierté à la fin de son mandat était d'avoir réussi à créer des champions économiques nationaux capables d'assurer le décollage industriel et économique du Nigeria. Il a créé des entreprises. Ces entreprises, aujourd'hui, ont pour capitaine emblématique Aliko Dangote, qui est à la tête aujourd'hui de 17... il est présent sur 17 pays, je pense, dans le monde, ce qui montre aujourd'hui l'envergure internationale qu'ils ont réussi à impliquer. Dangote, c'est plus de 8400 milliards. Dangote, c'est plus que le budget aujourd'hui de l'État du Sénégal. Donc, vous voyez l'importance que des entreprises, que des champions, des lions économiques peuvent avoir en termes d'utilité, en termes de valeur ajoutée sur le PIB ou directement sur l'emploi. Dangote, je le disais, hein, c'est plus de 15 000 emplois, 16 000 emplois, si je ne m'abuse, dont 70% sont basés au Nigeria, 30% sur le reste du continent et donnent des emplois aux Africains. Cela démontre au besoin de l'impact significatif d'un champion économique sur l'économie locale, sur l'économie régionale, en termes de création d'opportunités, d'opportunités de sous-traitance, d'opportunités d'emploi pour les jeunes de son pays, pour le marché domestique, mais également pour le marché régional africain. La deuxième anecdote du moins, c'est le cas de la Corée. La Corée du Sud a ceci de particulier qu'ils ont réussi à envahir notre quotidien à travers des marques comme LG, Kia, Hyundai et évidemment, j'oubliais Samsung. On se rappelle que la Corée est devenue une puissance économique, une puissance culturelle et qui s'affirme également sur le plan politique. La Corée a organisé même un G20. Et Ban Ki-moon a été secrétaire général également de l'ONU, comme vous le savez. Et pourquoi cette référence au modèle sud-coréen? J'en parle parce que il s'agit d'un véritable miracle. Certains l'appellent le miracle du Han. Entre 1961 et les années 2012, on peut rappeler que le PIB par habitant est passé de 92 US$ à 24 590 US$. Ça a une multiplication de près de 270 en l'espace de 50 ans environ. Il y a eu la guerre également de Corée. À l'époque, le général MacArthur déclarait « It will take 100 years for South Korea to recover from the Korean War ». Qu'il prendrait à peu près plus de 100 ans aux Coréens de retrouver la Corée d'avant-guerre. L'histoire lui aura montré qu'il avait totalement faux. La Corée du Sud, dans les années 60, Corée du Sud apparaissait comme l'un des pays les plus pauvres au monde, Pierre-Edouard, avec un niveau de vie inférieur à celui du Kenya, proche de l'Éthiopie, et quand on fait le benchmark par rapport au Sénégal, loin derrière le Sénégal. Donc le Sénégal était devant. Alors on se dit, comment on a fait, nous tous? Par contre, ils ont eu 3 facteurs clés de succès, si vous voulez que je vous en parle très rapidement. Le pays est devenu le royaume ermite. D'accord? Ils ont réussi à l'être grâce à un enjeu de souveraineté nationale. Ils ont compris que leur travail devait commencer par de la souveraineté. Ils ont réussi également en transformant leur mindset. Ils ont adopté une mentalité de warrior. Donc les slavery mentality, les mentalités de lâche, etc., ils ont mis ça de côté. Le don de soi a été mis en œuvre. Ils sont sacrifiés pour
ëllëgu seen ndaw, pour seen ëllëgu dëkk. Ils ont créé, en troisième point, des champions, tout comme on appelle à utiliser ce levier. La création de champions, il faut savoir qu'un champion économique génère de la richesse, génère de la croissance, génère de la fiscalité, génère des emplois et génère du bonheur. Êtes-vous en train de nous dire, si la Corée du Sud l'a fait, l'a réussi, pourquoi pas nous? Je suis totalement en phase. S'ils l'ont fait, nous devons pouvoir le faire. Ils n'ont qu'une tête. Comme nous, nous avons une seule tête également. C'est le courage, c'est l'abnégation, c'est des valeurs de travail, c'est des valeurs d'endurance, de l'aguerrissement, de la volonté, de l'ambition. Après, c'est, encore une fois, je reviens à ça, l'humain. Mettre l'humain au cœur de ce projet. The right man at the right place. Vous faites ça, le succès sera au rendez-vous. Alors, nous allons progresser, Alpha Thiam, il nous reste peu de temps. Alors, avez-vous d'autres réponses pour la question, la lancinante question de l'emploi des jeunes? Oui, c'est tout un package. C'est une combinaison de plusieurs facteurs qui vont faire que l'emploi des jeunes va être un succès. Nous pensons à la mise en place d'un pacte pour la jeunesse. Un pacte FEP, FEP. Un jeune, une solution FEP. FEP, c'est F comme formation, E comme emploi, F comme financement. 3 leviers, 3 possibilités. Nous pensons également au service militaire et au service civil, qui pourraient permettre d'offrir à chaque recrue une formation professionnelle. Pour renforcer également la cohésion nationale, c'est une nécessité. Pour développer le sentiment d'appartenance, c'est également une nécessité. Ce même service militaire, pour nous, bien au-delà de son rôle de défense, bien au-delà de son rôle de défense de la nation, sera l'école de la deuxième chance. Pour donner à chaque jeune un métier, on parle de service militaire avec l'armée qui se professionnalise, mais avec l'armée métier à côté de l'armée nation. Je pense que nous pouvons faire émerger des champions économiques grâce au plan Boost dont nous parlons, au plan Boost Entreprise. En tant que CEO aujourd'hui du think tank l'Afrique révélée, nous travaillons sur ces questions avec beaucoup d'acteurs, des chercheurs, des professeurs, des acteurs qui sont sur le terrain et qui, grâce à l'innovation, grâce à la transformation de nos entreprises, grâce à l'identification des potentielles entreprises qui pourraient rentrer dans ce genre de programme, sont persuadés que nous pouvons atteindre, non pas le plein emploi, mais le maximum d'emplois et le maximum de richesses à générer au profit de nos jeunes et au profit de notre pays sur des années à venir. Nous pensons à la révolution verte qu'on peut ne pas réussir, qu'on a l'obligation de réussir avec l'accompagnement aujourd'hui des agropoles. On en parle. On parlait du bilan de Macky Sall, ça fait partie du bilan. Faut le saluer. Sauf que ces agropoles doivent se développer, doivent être soutenus par des banques nationales type BNDE. Bon, la BNDE, en faisant une banque moins politisée, de vraies banques sénégalaises, et pas que des banques françaises, marocaines, etc. Des banques sénégalaises qui s'occupent du développement du Sénégal, c'est à faire. Quid du secteur de la pêche, fortement secoué ces dernières années? Résultat des courses, c'est par des dizaines que les pêcheurs abandonnent leur travail à la recherche d'un hypothétique Eldorado. Avez-vous une solution dans votre programme? On a étudié ce point. C'est dans le chapitre plus global de l'économie bleue. C'est un pan important, en tout cas, de notre programme sur ces différents axes de cette économie. Ça va du transport maritime au tourisme, avec les stations balnéaires, à l'offshore pétrolier et gazier, et en dernier lieu, la pêche dont vous parlez. La pêche joue un rôle primordial dans notre souveraineté alimentaire et dans notre PIB. C'était plus de 600 000 emplois, dont aujourd'hui, Pierre-Edouard, un tiers pratiquement, si ce n'est la moitié, est parti sur l'immigration clandestine, du fait de la non-protection du secteur par l'État. La pêche représente 70% de nos besoins en protéines. Ça, il faut le savoir, parce que si on n'y fait pas gaffe, on ne mange plus. Le thiebouillon, il disparaît. Elle occupe également la première place de toutes nos exportations, cette pêche que nous devons chérir et préserver. Et quelles recommandations formulez-vous pour ce secteur de la pêche?
qui va à volo. Oui, ce secteur est surexploité. Il y a la rareté, il y a la cherté du poisson, il y a une pêche illégale, il y a de la pollution marine, il y a la capture des juvéniles, il y a la dégradation de l'écosystème maritime, il y a la naturalisation des bateaux chinois. Ce contournement qu'ils ont réussi à faire pour éviter qu'on leur délivre des licences ou qu'on les autorise et qui ravagent aujourd'hui nos mers. La distribution incontrôlée peut-être de licences et d'autorisations et qui nous amène sur des situations où la mer se vide. Nous avons des réponses dessus. Et je pense que il faudra les conforter avec humilité. Encore avec les acteurs de la pêche artisanale, de la pêche industrielle, travailler à ce qu'on accepte aujourd'hui d'appliquer le repos biologique, à utiliser des récifs artificiels pour régénérer les espèces, à travailler aujourd'hui à ce que toutes nos ressources bleues soient exploitées, à accompagner les femmes qui sont des femmes transformatrices qui travaillent sur le secteur de la pêche. Il faut, pour nous, notre programme, défendre le Sénégal, défendre les Sénégalais, c'est oser s'armer. C'est oser s'armer. Le Sénégal doit acheter beaucoup plus de patrouilleurs, investir sur des satellites ou payer des droits pour avoir en tout cas des droits de regard, avoir des éléments humains. L'humain revient encore, formé pour lutter contre toute forme de criminalité maritime que nous observons. Ça fait partie des quelques règles, des quelques solutions que nous avons. Et c'est le lieu, permettez-moi, Pierre-Edouard Faye, de saluer aujourd'hui le patriotisme, l'engagement de certains acteurs de la pêche. Certains mouillent le maillot et tentent de hisser le pavillon sénégalais très haut. On peut citer aujourd'hui des acteurs comme les Aliou Thiam, les frères Kandji, Madame Thiam, les CRSEC, etc., qui se battent avec leurs ressources, sans accompagnement pratiquement de l'État, mais qui pourraient devenir de puissants champions sous-régionaux si l'accompagnement aujourd'hui était là. Récemment, on a vu la législation qui a évolué, où on a multiplié par 3 des charges qu'ils payent. Mais c'est la folie. On veut tuer un secteur, on ne s'y prendrait pas autrement. Le problème de l'énergie, qui décidément a la peau dure dans notre pays, l'énergie qui manque par-ci, qui est chère par-là, et les mêmes revenus au devant de l'actualité ces derniers jours, quelle solution préconisez-vous dans votre programme? C'est une question qui fait mal, parce que je pense que tous les Sénégalais ont subi cette hausse excessive des factures de la Sénélec. On s'y perd en conjecture à la fin. L'État a retiré sa subvention, l'État ne l'a pas rejuré. Est-ce qu'il fallait le faire en année électorale ou pas? Mais l'État montre en tout cas la brutalité sans compassion avec laquelle elle applique des mesures pour renchérir le coût de la vie au détriment du panier de la ménagère, au détriment aujourd'hui de la protection des Sénégalais. Nous ambitionnons de baisser drastiquement le coût de l'énergie et des factures d'électricité. Grâce à quoi? D'abord grâce aux centrales nucléaires. On a un programme aujourd'hui d'acquisition de nouvelles générateurs de réacteurs, soit les AMR ou soit les fameux SMR, c'est les Small Modular Reactors, qui sont en réalité de petits réacteurs modulaires de faible puissance, contrairement aux EPR, bon, pas trop technique, hein, qu'on installe rapidement, un peu plus facile à faire et qui sont nettement moins coûteux que les EPR. Et ces nouvelles technologies permettront au Sénégal d'être first mover avant le Mali, avant le Burkina, qui déjà le 13 octobre dernier ont eu à signer un protocole d'accord avec l'agence russe d'énergie atomique Rascom. Donc, et pour faire des centrales nucléaires, bien entendu, civiles. Ce positionnement va permettre au Sénégal de répondre de manière structurelle et dans le temps long aux besoins d'industrialisation de notre économie et à la baisse aujourd'hui des factures d'énergie pour rattraper l'Afrique du Sud, le Rwanda, l'Égypte, le Maroc, qui ont eu à lancer un programme extrêmement avancé sur ce domaine. C'est un challenge puissant
à la hauteur du génie sénégalais pour notre souveraineté énergétique. Et je pense que pour notre croissance externe, nous pouvons faire de la Sénélec un véritable... À l'industrialisation, il n'y a qu'un seul pas que nous allons vite franchir. Il ne peut pas y avoir d'industrialisation sans énergie. Et il ne peut pas y avoir de développement également sans industrialisation. De ce point de vue-là, que proposez-vous aux Sénégalais? Nous entendons faire de l'industrialisation un des leviers majeurs pour le redressement et l'envol de l'économie sénégalaise. C'est le levier essentiel. Nous avons travaillé avec beaucoup d'acteurs pour co-construire un plan dénommé plan Boost entreprise et un deuxième plan qui s'appelle conquête industrielle. Ce que nous voulons y faire, c'est identifier et sélectionner les PME, les PMI qui ont le maximum de potentiel de transformation pour les accompagner, mettre de l'impact et accélérer la création de chaînes de valeur stratégiques pour les tourner vers l'export et arriver aujourd'hui à maîtriser le besoin domestique. Ça, c'est possible. Donc, il s'agit d'accompagner main dans la main dans les secteurs étatiques, en alliant le privé et le public, en alliant aujourd'hui les meilleurs entrepreneurs à réaliser sur l'étendue du territoire, l'étendue de leur potentiel. Et c'est possible de le faire. Et à l'horizon 2030, on pense que plus d'une centaine de champions nationaux pourraient hisser fièrement le drapeau Sénégal sur les sommets des espaces économiques africains ou mondiaux. Donc vous pensez que notre développement passera inéluctablement vers la création de champions économiques? Inéluctablement, comme vous le dites. Nous devons inverser le paradigme et appliquer aujourd'hui une stratégie de transformation basée sur la priorité à l'industrialisation par substitution aux importations. Tout ce qui rentre aujourd'hui et que nous importons au niveau du Sénégal, nous devrons mettre un mécanisme qui nous permettrait d'avoir aujourd'hui de la fabrication locale, de développer la sous-traitance locale, de développer le consommé local, de développer encore une fois la préférence nationale. Voilà des mesures aujourd'hui fortes. Quand je pense que la nomination de managers, la nomination de membres du CODIR, pour nous, chaque entité, chaque nomination dans ces différentes sociétés d'État devront se faire par appel à candidature. Et ça aussi, c'est l'humain. Pour vous dire tellement c'est important. The right man at the right place. Il faudra adopter aujourd'hui avec courage la mise en place d'un bureau d'analyse et d'investigation à loger à la présidence. À l'époque, il y avait le fameux BOM, le bureau organisation et méthode. Il faut revenir à cela. Checker qui est qui fait quoi. Une institution, un ministère, une agence, un projet, une feuille de route. Clairement dire, voilà ce qui est à faire. Et l'engagement que prend ce responsable ou ces responsables ou cette équipe, c'est une fois qu'ils ont dit, nous allons faire ça, c'est s'assurer que ce qu'ils ont dit qu'ils allaient le faire, qu'ils le feront. Quand je dis, je fais quelque chose, je m'assure qu'au bout, à la fin des fins, que ce sera réellement fin. Ce BAI dont je parlais, c'est extrêmement important. BIP. Pour nous, il aura une mission pour garantir la qualité des principales réformes contenues dans notre programme d'action. Il devra contribuer à l'analyse stratégique, à la conception, à la coordination des missions d'investigation qu'il faudra faire, à la prise de décision, mais prendre des mesures répressives qui sont nécessitées aujourd'hui par un impératif, Pierre-Édouard, de bonne gouvernance. Et c'est cela, s'assurer que nous aurons les succès au rendez-vous et nous aurons la performance en bout de chaîne. Le temps qui nous était imparti tire à sa fin. Alpha Thiam, un mot sur la question des institutions. Les institutions, on parlait tout à l'heure de la pêche, mais les institutions également n'ont guère été mieux loties. Elles ont été fortement secouées donc durant ces 12 dernières années. Certains même vont remonter jusqu'à 2000. De ce point de vue-là, que comptez-vous faire pour qu'on ait, vous l'avez cité tout à l'heure, Barack Obama, des institutions fortes dans notre pays? Absolument. Je pense que nous devons tous travailler à réduire le train de vie de l'État. Donc c'est avoir des institutions pertinentes par rapport
à nos besoins. Des institutions budgétivores sont faites aujourd'hui pour classer une clientèle politique. Et nous n'en voulons plus. Nous préconisons la mise en place aujourd'hui d'une constituante pour travailler à rédiger une nouvelle constitution qui répond aux besoins de souveraineté nationale, à la prise en charge des intérêts des Sénégalais et des Sénégalaises. Cette constitution devra prendre en compte des questions comme l'indépendance de la justice, la liberté de manifestation, la liberté de la presse, les réductions des pouvoirs du chef de l'État, car nous sommes dans un régime présidentiel où c'est de l'ultra-présidentialisme. Le président a trop de pouvoir. Et nous savons compter aujourd'hui sur des professionnels du droit, de très grands constitutionnalistes ou juristes sont ici au Sénégal. Hein. Je fais un clin d'œil à nos oncles Serigne Mboup, Serigne Diop, professeur Serigne Diop. Professeur Serigne Diop, absolument, éminent constitutionnaliste, maître Doudou Ndoye, maître Boukounta Diallo. Bon, je m'en arrête là pour ne pas citer ou faire des. Mais par contre, il faudra pas, on n'ira pas jusqu'à inclure dans cette constituante les couturiers constitutionnels. Couturiers de haute couture, comme il aime voilà, se vous savez, faire appeler. mon regard. Dans cette constitution, c'est le lieu aussi de mener une véritable guerre. J'emploie ce mot sciemment. Il faut une guerre pour éradiquer la corruption, pour rendre incompatible le statut de fonctionnaire et l'activité politique. Il faut revenir à l'éthique de travail. Il faut revenir à beaucoup plus de sainteté, à beaucoup plus d'assurance, à beaucoup plus de transparence dans la gestion des affaires de l'État. Alpha Thiam, nous en sommes à la fin de notre entretien. Le temps passe vite. Absolument. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Pierre-Édouard Faye. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Je remercie vos téléspectateurs, en tout cas tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Leur demander à eux tous d'être des relais de notre propos sur toute l'étendue du territoire et au niveau de la diaspora. Le Sénégal attend depuis longtemps son décollage. On ne peut pas compter sur un seul homme, comme on le dit. Il faut compter sur un combat d'équipe qui, au quotidien, vont essayer d'apporter des solutions aux attentes des Sénégalais. Et à ce propos, il est important aujourd'hui de rappeler que le changement ne peut se faire que si tous les Sénégalais acceptent de l'incarner. Gandhi le disait si bien, be the change you want to see in the world. Donc nous devons être les changements que nous voulons voir dans ce monde et dans notre Sénégal. Nous devrons pour cela défendre solidement notre identité culturelle, préserver nos racines, nous développer, c'est pas les perdre. Nous nous engageons en tout cas à poursuivre l'œuvre réalisée par nos illustres guides. Ils ont frayé un chemin et ce chemin, tant espéré pour le Sénégal, nous ne pouvons pas descendre de ce chemin. Nous pensons qu'il est grand temps. Il est grand temps de rompre avec certaines pratiques, avec les compromissions, de rompre avec une certaine façon de faire, de rompre avec un système qui nous a fait mal. Donc aux plus jeunes qui sont tentés de quitter le pays, nous leur disons, restez au Sénégal. Ne fuyez pas, ne partez pas. Il ne reste plus que quelques mois. Soyez patients, engagez-vous et tenez bon. Man mangi sakku ñaan pour ñu jàmmal suñu kilifa yi, suñu kilifa diine yi ci fànn yëpp nag. Parce qu'on a vu ces derniers temps, ils ont fait l'objet d'attaques sur le net, sur la presse, chose inacceptable dans ce pays. Sénégal dëkku jàmm la. Nañu jiital jàmm, saxal fi jàmm, bàyyi fi jàmm. Maa ngi ñaan tamit ñu gën a sargal suñu jigéen yi, ñu gën leen yërëm, ñu gën leen jàppale ci biir kër yi, ci bureau yi ak fépp fu ñu mën nekk. Les femmes sont les mères du développement de l'ensemble des pays. Il est temps d'affirmer notre préférence nationale. Il est temps d'affirmer, Pierre, et d'assumer surtout le Sénégal d'abord. Lorsqu'on octroie des marchés, lorsqu'on veut développer aujourd'hui toutes nos activités, le Sénégal aux Sénégalais. Et Sankara disait, nous devons compter avant tout sur nos propres forces. Et pour cela, nous disons, engageons-nous à co-construire avec tous les patriotes, avec tous les souverainistes, un Sénégal paisible, un Sénégal réconcilié avec lui-même. Relevons ensemble tous les défis
que ce monde en pleine mutation nous pose. Et il nous incombe, à nous tous, de porter un message positif, un message d'espoir, un message de patience à la jeunesse, à nos populations, pour nous permettre de nous projeter avec agilité, avec audace, dans un avenir commun, en s'inspirant de nos pères fondateurs. Merci. Chers frères, chères sœurs, chers parents, nous vous tendons la main, nous vous demandons de vous engager encore un peu plus pour notre Sénégal, à venir co-construire ce projet, construit par des Sénégalais, pour des Sénégalais, en mettant le Sénégalais au cœur. Ce programme que nous voulons défendre, mais l'humain au cœur de l'action publique, et nous nous engageons à le mettre en œuvre au nom du Sénégal, au nom des Sénégalais et au nom du peuple. Et nous avons l'intime conviction, Pierre, que notre Sénégal est possible. Battons-nous, ça vaut le coup. Merci beaucoup. Merci Alpha Thiam. Vous êtes donc expert international en ressources humaines, juriste, fiscaliste, diplômé de la Sorbonne, CEO du think tank L'Afrique Réveillée.